Bonjour et alors bienvenue dans ce cours de BA1 à distance. Donc ça va durer comme ça un petit moment, je suppose. Quelques remarques préliminaires, de ce format que je compte suivre, sauf si du coup ça pose des problèmes, donc n'hésitez pas à faire des commentaires. C'est à chaque fois donc les textes à lire, une vidéo, genre à peu près une heure portant sur les textes, expliquant leur contexte et discutant les textes. Et ensuite, une demi-heure de discussion collective par Zoom pour ceux qui ont des questions à poser ou qui veulent faire des commentaires ou qui ont des objections au texte. Donc voilà, c'est comme ça que ça va durer. Je vais essayer de préparer les cours du mieux possible, mais j'ai juste un petit problème technique, c'est que j'ai laissé la plupart de mes livres de philosophie dans mon bureau à Genève. Donc je vais essayer de me débrouiller avec les moyens du bord. Pour la philosophie contemporaine, c'est un peu embêtant parce que du coup les textes sont moins disponibles en ligne, mais bon, j'ai réussi à trouver quelques trucs. Donc voilà, dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé de Nietzsche, donc on était arrivé à la rupture entre la philosophie plus moderne et la philosophie contemporaine. Et donc là, on va entrer de plein pied dans la philosophie contemporaine avec 3 séances, et la séance d'aujourd'hui, elle porte du coup sur l'existentialisme. Et coup. Alors, donc l'existentialisme est un courant de philosophie. Donc là, pour cette séance, je vais me concentrer sur 2 auteurs qui sont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Donc c'est l'existentialisme bien parisien, hein. Celui qui a cours, qui a cours avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de commencer, une petite généalogie du coup de l'existentialisme, hein. Comme vous voyez sur cet écran, les 2 grands penseurs qu'on considère comme les 2 grandes influences de l'existentialisme, c'est d'un côté Nietzsche et de l'autre Kierkegaard, sur lequel je vais revenir. Et c'est par Heidegger que leur pensée va transiter en France et va donner naissance à l'existentialisme. Et il y a 2 grands courants dans l'existentialisme. Il y a l'existentialisme qu'on va dire athée, hein, donc qui tire plus du côté de Nietzsche d'une certaine façon, qui était clairement un philosophe athée. Ça va être celui de Sartre et de Beauvoir. Et il y a un existentialisme en fait qui est chrétien, qui lui part plutôt de Kierkegaard, et qui est un existentialisme qui fait place à Dieu, qui fait place à la foi. Donc l'existentialisme n'est pas nécessairement athée. Donc là, vous pouvez voir en bas à droite, il y a un représentant célèbre de l'existentialisme chrétien qui est Gabriel Marcel. Et comme l'existentialisme français tire ses racines dans l'existentialisme allemand et qu'un grand penseur de l'existentialisme allemand c'est Heidegger, on va forcément devoir parler d'une autre influence sur l'existentialisme qui est celle de Husserl. Alors Husserl n'est pas du tout un philosophe existentialiste, hein, c'est le créateur de la phénoménologie, sur laquelle je vais revenir. Mais ça va être très difficile de comprendre l'existentialisme français, et donc particulièrement Sartre, sans connaître un peu Husserl et sans parler vite fait de la phénoménologie. Parce que du coup la phénoménologie est une des sources fondamentales de la pensée existentialiste, au moins en France. Alors déjà, je vais revenir sur les inspirateurs. Donc on a déjà vu Nietzsche, hein. Donc chez Nietzsche, il y a certaines notions fondamentales qu'on va retrouver dans l'existentialisme. Alors curieusement, alors que la notion de liberté va être un concept très important, hein, dans l'existentialisme, le choix, la liberté, le fait qu'on est responsable de ses actions, chez Nietzsche, il n'y a rien de tel, hein. Donc j'en avais brièvement parlé, mais chez Nietzsche, tout est soumis à une sorte de déterminisme. Lui-même écrit dans Ecce Homo, qui est un peu sa biographie, Pourquoi je suis un destin. On a vu que pour Nietzsche, ce qui causait nos actions, ce qui déterminait nos actions, c'est notre caractère, c'est-à-dire l'ensemble des pulsions et des valeurs qui nous identifient. Donc chez Nietzsche, il n'y a pas toutes ces questions de liberté ou de choix. Mais la notion qui va être importante dans l'existentialisme et qu'on a vu, c'est celle de la mort de Dieu. C'est l'idée qu'il n'existe pas de source transcendante des valeurs. On a abandonné cette idée selon laquelle les valeurs existeraient de façon transcendante en dehors de nous. Les valeurs ne sont pas données extérieurement, hein. Pour Nietzsche, on a bien vu que c'est moi qui crée mes propres valeurs. Les valeurs sont le reflet de mon état pulsionnel, de ma constitution vitale. Et donc c'est moi qui est le créateur de mes propres valeurs, et ce que Nietzsche réclame pour le surhomme, c'est d'être capable de se donner ses propres valeurs. Et un autre thème qui va être important pour l'existentialiste et qu'on trouve chez Nietzsche, c'est cette idée qu'on avait discutée selon laquelle pour Nietzsche il faut devenir ce qu'on est. Alors chez Nietzsche ça voulait juste dire qu'il fallait cultiver les valeurs qui me sont propres, les pulsions qui me sont propres, hein. Chez certaines personnes qui sont uniques, il y a un système de valeurs qui leur sont uniques, et donc il y a une exaltation de l'individualité, mais de ce biais-là.
Et donc l'exaltation de l'individualité, on va la retrouver dans l'existentialisme. Alors l'autre père fondateur dont on n'a pas parlé, et sur lequel je ne ferai pas court, c'est Kierkegaard. Alors Kierkegaard, c'est un bonhomme assez intéressant, qui est à la limite entre du coup la philosophie et la théologie, et qui est une personne très torturée, qui toute sa vie du coup a oscillé entre d'un côté sa foi, la foi chrétienne, et de l'autre côté la vie mondaine, les plaisirs, le jeu, la femme, l'argent, tout ça. Et les concepts fondamentaux de Kierkegaard qu'on retrouve chez l'existentialiste, c'est d'un côté le concept d'angoisse. Alors qu'est-ce que c'est l'angoisse? C'est le sentiment négatif qu'on ressent devant notre liberté, la responsabilité de nos choix. Donc pour Kierkegaard, nous sommes libres, radicalement libres, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons de croire en Dieu, de vivre une vie chrétienne ou pas. Et donc c'est sur nous que repose la responsabilité d'être éternellement damné ou d'être sauvé. Et l'humain ressent ça, c'est qu'au final, il est responsable de son propre sort, et c'est quelque chose qui est un sentiment souvent assez désagréable, assez effrayant, et que l'humain va chercher à se cacher. L'autre concept important chez Kierkegaard, c'est l'idée de notion de vérité subjective. Alors, pour Kierkegaard, l'idée c'est qu'il y a des vérités qui sont objectives, c'est-à-dire qu'on peut les justifier par des raisons qui sont accessibles à tous les humains. Par exemple, l'éthique, pour Kierkegaard, fait partie des vérités objectives. On peut dire ce qui est bien ou mal dans le domaine de l'éthique à partir de considérations sur les devoirs, sur les raisons d'agir, sur la loi morale. Donc ce sont des raisons partageables, des raisons objectives. Donc on peut agir de façon éthique en se basant sur des raisons qui sont accessibles à tous, des raisons qui s'imposent à tous et qui donc ne sont pas des raisons individuelles. Ce sont des raisons universelles, objectives. Mais la foi, elle, pour Kierkegaard, ne peut pas être justifiée sur la base de raisons impersonnelles et universelles. On ne peut pas, pour Kierkegaard, on ne peut pas donner de raisons valables pour tous qui justifieraient de croire en Dieu. On ne peut pas dire, voilà, il faut être chrétien, il faut croire en Dieu, il faut se dédier à Dieu pour ces raisons, et on ne peut pas avoir un raisonnement qui convaincrait les gens. Non, pour Kierkegaard, la foi, elle nécessite un acte de foi pure, un sceau, c'est-à-dire un choix qui fera que la croyance en Dieu devienne vérité, mais qui est une vérité subjective. C'est une vérité qui dépend de notre propre choix. Elle ne dépend pas de raisons qu'on peut donner à tous. C'est une raison qu'on se donne à soi-même en faisant un choix. Donc l'exemple célèbre que utilise Kierkegaard, c'est celui d'Abraham et d'Isaac, donc l'histoire dans la Bible selon laquelle Abraham reçoit cet ordre de Dieu qui est de sacrifier son fils Isaac pour la gloire de Dieu, et Abraham décide d'obéir, même si Dieu retient sa main au dernier moment. Et le cas d'Abraham, c'est cette idée que Abraham n'a aucune bonne raison d'obéir à Dieu dans ce cas-là. Apparemment, il y a plein de raisons de ne pas le faire, mais il décide quand même de le faire. Et cet acte ne peut pas être justifié rationnellement, c'est l'acte de foi, c'est le sceau. Et le troisième concept qu'on trouve chez Kierkegaard et qu'on va retrouver sous d'autres formes dans l'existentialisme, c'est la possibilité chez l'homme de ne pas vraiment être ce qu'il est, c'est-à-dire de refuser d'être ce qu'il est. Alors pour Kierkegaard, l'homme est une synthèse de fini et d'infini, donc ça c'est le cadre, on va dire, chrétien classique. L'homme est un être fini, mais il participe à la divinité, il a une âme divine, donc il est une synthèse de fini et d'infini. Mais il peut chercher à se cacher sa propre nature parce que c'est trop difficile de vivre à la hauteur de qui il est vraiment. Et donc il peut rejeter sa nature infinie. Donc voilà les concepts qui vont être repris ensuite dans l'existentialisme. Et donc ces concepts vont transiter en grande partie par Heidegger, qui est un philosophe phénoménologue, paraît-il. En tout cas, dans la première phase de son œuvre, et en particulièrement dans Être et temps, dans un de ses premiers ouvrages, où il décide d'appliquer la phénoménologie à des questions existentielles. Et du coup, je vais essayer d'expliquer brièvement ce qu'est la phénoménologie, sans essayer de trop massacrer le courant. Donc je m'excuse d'avance s'il y a des phénoménologues qui regardent la vidéo, soyez indulgents, c'est pas ma spécialité, et j'essaye pourtant. Voilà, donc la phénoménologie, c'est un courant qui est créé par Husserl, ça au moins ça c'est clair. Le premier ouvrage important de Husserl en phénoménologie, c'est les recherches logiques. Alors c'est pas le premier ouvrage de Husserl, Husserl a une première phase qu'on appelle psychologisante, c'est-à-dire où il essaie d'expliquer les mathématiques du point de vue d'une théorie de la psychologie des nombres, des mécanismes psychologiques qui sont impliqués dans la compréhension des mathématiques, dans l'origine du concept de nombre. Mais il a abandonné tout ça, en partie suite à des interactions avec Frege, qui était lui aussi anti-psychologiste, et qui a écrit des critiques assez
assez robuste des premiers ouvrages d'Husserl. Donc Husserl a été en partie convaincu par Frege et est passé à une approche philosophique qui ne dépend pas de la psychologie. On va voir. Et donc, qu'est-ce que c'est que la phénoménologie? Pour Husserl, c'est une méthode, une approche philosophique dont le but est avant tout de fournir un fondement solide et rigoureux aux sciences de la nature. Donc, si on prend quelques titres d'ouvrages de Husserl, on s'en rend compte. Par exemple, La philosophie comme science rigoureuse en 1910, ou 1935, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Donc là, la phénoménologie, c'est pas vraiment une discipline qui s'attaque directement aux questions existentielles. Chez Husserl, il faut avant tout réussir à trouver un fondement rationnel à la science. Et ce qui inquiète Husserl du point de vue de la science, c'est l'écart grandissant entre le monde de la science, entre le monde tel que la science le décrit, et le monde de la vie, qui est le monde tel qui nous apparaît. Et son idée, c'est qu'il y a un tel décalage entre les deux que, du coup, il y a un rejet sceptique de la rationalité et de la science. Parce que la science ne parle plus au monde de la vie, n'arrive plus à être mis en correspondance avec le monde tel qu'on le vit dans la vie de tous les jours. Cela peut induire les gens à rejeter la science comme n'étant pas pertinente, et donc amener à un irrationalisme et à ce qu'il appelle un naufrage sceptique, qui est de l'esprit européen. Alors il faut savoir que quand Husserl écrit son grand livre, La crise des sciences, enfin c'est une série de conférences, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, dans laquelle il développe cette idée, on est dans les années 30, en Allemagne. Donc oui, il y a une certaine montée de l'irrationalisme, et pour lui, il faut réussir à contrer ça en réussissant à trouver un fondement à la science qui permet de la relier aussi au monde de la vie. Donc par exemple, un exemple d'écart entre les deux, pour Husserl, ce serait les équations de la mécanique quantique, qui marchent du point de vue scientifique, qui permettent de prédire des phénomènes, mais desquels on n'arrive pas à trouver une interprétation valable. Elles marchent, mais on ne sait pas ce qu'elles veulent dire, on ne sait pas ce qu'elles décrivent, pour Husserl, par exemple. Et donc, pour réconcilier le monde de la vie et le monde de la science, et fournir un fondement solide à la rationalité, aux sciences de la nature en général, Husserl propose de revenir à la racine commune du monde de la vie et du monde de la science, c'est-à-dire le sujet. Parce que donc, tant le monde de la science que le monde de la vie prend sa naissance dans l'expérience du sujet, dans l'expérience que fait le sujet du monde, justement. Et ce que va faire la phénoménologie, c'est essayer d'étudier, de décrire la façon dont le sujet, dont les objets se donnent et sont constitués par la conscience du sujet. C'est-à-dire on va revenir au principe fondateur, c'est-à-dire à la façon dont les objets, qui vont fournir la base du monde de la science et du monde de la vie, apparaissent dans la conscience du sujet. Et en faisant ce qu'il appelle une logique transcendantale, c'est-à-dire une logique de la façon dont les objets apparaissent dans la conscience, des différents domaines d'objets qui peuvent apparaître et de leurs propriétés, pour Husserl, on peut essayer de trouver un fondement robuste à la science et à la connaissance de la vie. Alors, je ne vais pas détailler la phénoménologie, mais deux concepts clés en phénoménologie qui vont être importants pour la suite, c'est d'abord un concept méthodologique. Comment est-ce qu'on fait de la phénoménologie? Eh bien, en faisant une réduction, ce que Husserl appelle la réduction phénoménologique. Qu'est-ce que c'est la réduction? Il s'agit, quand on fait de la phénoménologie, pour le phénoménologue, de mettre entre parenthèses, c'est vraiment une expression consacrée, notre attitude naturelle. Par exemple, on va penser qu'il existe un monde en 3 dimensions avec des objets, on va avoir tout un ensemble de croyances sur comment est le monde, mais il faut mettre ça de côté, pas parce que c'est faux, mais parce que ce que fait la phénoménologie, c'est essayer de décrire le plus fidèlement possible les phénomènes, c'est-à-dire la façon dont les objets se donnent à la conscience, sont constitués par la conscience, sans essayer tout de suite de parler d'autre chose que des objets eux-mêmes. Et ça va amener, dans la description que fait Husserl de la façon dont les objets se donnent, à un concept fondamental qui est l'intentionnalité. Mais qu'est-ce que c'est l'intentionnalité? C'est la propriété pour la conscience d'être dirigée vers un objet. Donc pour Husserl, toute conscience est conscience de quelque chose. Il n'y a pas de conscience qui serait une conscience pure, qui serait sans objet. Chaque fois que j'ai conscience, j'ai conscience de quelque chose. Alors ça paraît quelque chose d'assez trivial, mais en fait, par exemple, en philosophie analytique, il y a des gens qui rejettent cette théorie en disant qu'il y a des états conscients qui sont pures sensations sans objet. Par exemple, un exemple classique, c'est la douleur, ou par exemple l'orgasme, qui serait vraiment juste un état de sensation pure, positive ou négative, mais dans lequel il n'y aurait pas un objet vers lequel serait dirigée la conscience. Mais pour Husserl, la structure même de la pensée de la conscience, c'est
un rapport entre le sujet et un objet. Et bien sûr, ce rapport peut avoir plusieurs formes, hein. Ça peut être la perception. Dans la perception, le sujet perçoit un objet. Dans l'imagination, le sujet est en rapport avec un objet, mais qu'il l'imagine. Dans la mémoire, on se remémore un objet, on peut désirer un objet, on peut haïr un objet. Mais la conscience a comme forme fondamentale celle de l'intentionnalité, c'est-à-dire un objet qui est donné ou constitué par un sujet. Alors, du coup, là, on en arrive par là à Sartre, dans une première approche. Et donc, Sartre a été une des personnes qui a beaucoup œuvré pour faire connaître la phénoménologie en France. C'était pas le seul. Lui-même, Sartre a été introduit par Raymond Aron à la phénoménologie. Donc, il y a une célèbre anecdote dont on dit où Aron et Sartre sont à un bar, et puis Aron commence à conseiller à Sartre de dire de la phénoménologie, et Sartre lui demande mais qu'est-ce que c'est la phénoménologie, et Aron lui répond bah, c'est la seule philosophie qui te permet de parler du cocktail qui est là devant toi. Donc on va voir pourquoi il dit ça. Et là le texte sur lequel je vais m'appuyer tout de suite, c'est un texte classique de Sartre qui a été publié en 1939 dans une revue, je ne me rappelle plus exactement, la Revue philosophique de France, peut-être quelque chose comme ça, et qui est republié dans le volume Situation 1, qui s'appelle tout bêtement une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl, l'intentionnalité. Et ça va nous permettre de comprendre comment Sartre interprète l'intentionnalité, hein, cette idée selon laquelle la conscience est toujours conscience d'un objet, et pourquoi il trouve ça important. Donc, ça va être donc là, on va voir du Husserl, mais à la sauce déjà un peu sartrienne. Donc j'ai mis tout le texte, parce que le texte est assez court, en fait. Ah non, j'ai pas pris les deux premiers paragraphes. Donc voilà ce que dit Sartre. Donc, contre la philosophie digestive de l'empiriocriticisme, du néocantisme, contre tout psychologisme, Husserl ne se lasse pas d'affirmer qu'on ne peut pas dissoudre les choses dans la conscience. Donc ce qui intéresse Sartre dans la phénoménologie, c'est qu'elle permet d'échapper à ce qu'il appelle les philosophies de l'immanence. Et les philosophies de l'immanence, c'est l'idée selon lesquelles l'objet est l'objet de ma perception, de ma réflexion, n'est rien d'autre que quelque chose qui existe à l'intérieur de mon esprit. Donc c'est un peu l'idéalisme, par exemple. C'est l'idée que ce à quoi j'ai affaire, c'est uniquement la représentation de l'objet dans mon esprit. Donc ça implique aussi une certaine forme d'empirisme à la Hume, pour laquelle, en fait, ce à quoi j'ai accès, c'est uniquement les idées qui sont dans mon esprit. J'ai jamais accès aux objets eux-mêmes. Il dit non, dans la phénoménologie, ce à quoi j'ai accès, c'est les objets eux-mêmes, tels qu'ils me sont donnés forcément dans ma conscience, mais ce que je vois, ce que je perçois, ce dont je me rappelle, c'est les objets eux-mêmes, c'est pas juste des images. Donc voilà, vous voyez cet arbre aussi, soit, mais vous le voyez à l'endroit même où il est, au bord de la route, au milieu de la poussière, seul et tordu sous la chaleur, à 20 lieues de la côte méditerranéenne. Il ne saurait entrer dans votre conscience, car il n'est pas de même nature qu'elle. C'est-à-dire, l'arbre n'est pas juste une image dans mon esprit, ce que je vois, c'est l'arbre là-bas. Vous croyez ici reconnaître Bergson et le premier chapitre de Matière et Mémoire. Donc là, je ne vais pas rentrer dedans, parce que le premier chapitre de Matière et Mémoire, c'est légendairement incompréhensible. Mais Husserl n'est point réaliste. Cet arbre sur son bout de terre craquelé, il n'en fait pas un absolu qui entrerait par après en communication avec vous. La conscience et le monde sont donnés d'un même coup, extérieur par essence à la conscience, le monde est par essence relatif à elle. Donc on a vu que dans le premier paragraphe, Sartre essayait de distinguer la phénoménologie de ces thèses idéalistes ou empiristes selon laquelle ce à quoi j'ai affaire, c'est uniquement une image dans mon esprit. Et là, ce qu'il critique, c'est leur pendant, qui est ce qu'il appelle le réalisme. C'est l'idée selon laquelle, oui, les objets existent en dehors de la conscience, et je n'y ai pas directement accès. Ils transcendent, ils sont en dehors de la conscience, et radicalement différents de ce qui m'apparaît, en fait. C'est un peu le concept un peu kantien de la chose en soi versus le phénomène. C'est les objets sont dehors, moi je n'ai accès qu'à certaines images, donc je n'ai pas accès à l'objet en tant qu'il est. Donc l'idée, c'est que la phénoménologie se situe à mi-chemin entre les deux. Dans la phénoménologie, je n'ai pas affaire uniquement à certaines images, j'ai affaire aux objets en eux-mêmes tels qu'ils m'apparaissent, mais en même temps, les objets ne sont rien de plus que ce qui m'apparaît. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté l'objet et de l'autre côté l'apparence cet objet dans ma conscience. Non, il y a les choses telles qu'elles m'apparaissent, par exemple, je sais pas, cet ordinateur à travers différentes images qui se succèdent, et l'ordinateur est l'ensemble et la succession de ces images possibles. Il n'est pas un objet qui serait différent de l'apparence. C'est la succession de ces apparences. Mais en même temps, ce n'est pas juste quelque chose qui existe dans mon esprit. C'est quelque chose qui existe indépendamment de mon esprit et duquel j'ai conscience.
mais qui n'est pas différent de ce dont j'ai conscience. Je ne sais pas s'ils arrivent bien à faire passer le message que Sartre veut faire passer, c'est dans la phénoménologie, on considère que les objets desquels j'ai conscience ne sont pas uniquement des images qui existent dans mon esprit, sont des choses qui existent dehors, mais leur mode d'existence n'est pas différent, n'est pas radicalement différent de ce dont j'ai conscience. Voilà, c'est que Husserl voit dans la conscience un fait irréductible qu'aucune image physique ne peut rendre, sauf peut-être l'image rapide et obscure de l'éclatement. Connaître, c'est s'éclater vers, s'arracher à la moite intimité gastrique pour filer là-bas, par-delà soi, vers ce qui n'est pas soi, là-bas, près de l'arbre et cependant hors de lui, car il m'échappe et me repousse et je ne peux plus me perdre en lui qui ne peut se diluer en moi. Hors de lui, hors de moi. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a l'objet et le sujet, et on ne peut pas réduire l'objet juste à une image dans la tête du sujet. C'est quelque chose qui est en dehors de moi. Est-ce que vous ne reconnaissez pas dans cette description vos exigences et vos pressentiments? Et alors là, c'est important comme critère, c'est qu'est-ce qui fait que cette théorie est meilleure que les autres, que l'approche phénoménologique, que la description phénoménologique de la façon dont nous vivons et interagissons avec les objets est meilleure? Mais c'est qu'elle correspond en fait, à notre expérience ordinaire. C'est une description de la façon dont les objets nous apparaissent. Vous saviez bien que l'arbre n'était pas vous. A priori, vous le saviez. Que vous ne pouviez pas le faire entrer dans vos estomacs sombres et que la connaissance ne pouvait pas sans malhonnêteté se comparer à la possession. Du même coup, la conscience est purifiée, elle est claire comme un grand vent, il n'y a plus rien en elle, sauf un mouvement pour se fuir, un glissement hors de soi. Les objets sont toujours des choses en dehors de moi, j'y ai accès, par la perception par exemple, mais par la mémoire, par l'imagination, mais ils ne sont pas dans ma tête, ils sont en dehors. Si par impossible vous entriez dans une conscience, vous seriez saisi par un tourbillon et rejeté au dehors, près de l'arbre en pleine poussière, car la conscience n'a pas de dedans, elle n'est rien que le dehors d'elle-même, et c'est cette fuite absolue, ce refus d'être substance qui la constitue comme conscience. Imaginez à présent une suite liée d'éclatements qui nous arrache à nous-mêmes, donc une suite par exemple de visions d'un même objet, qui ne laisse même pas à nous-mêmes le loisir de se fermer derrière eux, mais qui nous jette au contraire au-delà d'eux dans la poussière sèche du monde, sur la terre rude parmi les choses. Imaginez que nous sommes ainsi rejetés, délaissés par notre nature même dans un monde indifférent, hostile et rétif. Vous aurez saisi le sens profond de la découverte que Husserl explique dans cette fameuse phrase « Toute conscience est conscience de quelque chose ». C'est-à-dire, les objets dont j'ai conscience, le contenu de ma conscience n'est jamais quelque chose qui est en moi, c'est toujours quelque chose qui fait partie du monde extérieur. Donc la conscience, en tant qu'elle est toujours conscience de quelque chose et que ce quelque chose est toujours quelque chose d'extérieur, elle est toujours jetée dans le monde extérieur. Elle n'est jamais tournée directement vers l'intériorité. Ce dont j'ai conscience, ce ne sont pas des vécus intérieurs, ce sont les objets extérieurs tels qu'ils se donnent à moi. Il n'en faut pas plus pour mettre un terme à la philosophie douillette de l'immanence. Donc l'immanence, c'est quand les choses sont en nous-mêmes. C'est immanence, c'est ce qui reste à l'intérieur. Où tout se fait par compromis, échange protoplasmique, par une tiède chimie cellulaire. Donc là, c'est les critiques des théories selon lesquelles, voilà, ce qui se passe, c'est juste la succession des idées à l'intérieur de ma tête. La philosophie de la transcendance, donc c'est le contraire de l'immanence. L'immanence, c'est ce qui reste à l'intérieur. La transcendance, c'est ce qui nous projette vers l'extérieur. C'est quelque chose qui est extérieur à nous. Nous jette sur la grande route, au milieu des menaces, sous une aveuglante lumière. Être, dit Heidegger, c'est être dans le monde. Comprenez cet être dans au sens de mouvement. Être, c'est s'éclater dans le monde, c'est partir d'un néant de monde et de conscience pour soudain s'éclater conscience dans le monde. Donc exister, être, c'est forcément être en relation avec des objets, puisque ma conscience est toujours conscience d'un objet extérieur. Il est impossible d'être sans être directement impliqué en relation avec un monde. Que la conscience essaye de se reprendre, de coïncider enfin avec elle-même, tout au chaud, volet clos, elle s'anéantit. C'est-à-dire que comme l'essence de la conscience est d'être conscience d'un autre objet, elle ne peut pas être en elle-même, au repos. Elle est toujours tournée vers l'extérieur. Et si vous lui dire, mais oui, mais si je me prends moi-même comme objet, par exemple, si je fais une sorte d'introspection, si je réfléchis sur moi-même, si je décide de réfléchir sur ce que ma conscience faisait il y a 5 minutes, est-ce que du coup la conscience ne peut pas coïncider avec elle-même, puisqu'elle se prend elle-même pour objet? Eh bien, l'idée, c'est que non, parce que du coup, il y a quand même une dissociation qui se crée. Il y a d'un côté le moi pur, qui est ce sujet de la conscience, qui est toujours, qui n'a aucun contenu, qui est juste une sorte de pur sujet qui regarde les objets. Et quand je pense à moi, quand je pense à ma conscience, à mes états mentaux, l'objet que j'ai devant moi, c'est mon moi empirique. C'est-à-dire, c'est le moi tel qu'il s'est présenté à moi dans l'expérience, c'est dans l'introspection, dans le souvenir de ce que j'ai fait, etc.
Mais c'est un objet du monde. Le moi peut être donné comme un objet du monde. Je peux me regarder dans un miroir, par exemple, je peux regarder mes mains, je peux réfléchir à ce que je fais. Mais dans ce cas-là, ce moi-là m'est donné comme un objet du monde, et c'est un objet extérieur. C'est jamais le moi, le sujet. Donc il y a une sorte de dissociation à l'intérieur du sujet entre le sujet pur qui est la source de la conscience, qui est le sujet conscient, la base de la conscience, et le moi, le sujet tel que je me revis dans le souvenir, dans la perception, etc., qui lui n'est qu'un objet, du monde, comme, je sais pas, l'arbre ou la chaise. C'est un objet qui m'est donné dans la perception, dans différents modes, mais qui est différent du moi pur de la conscience. Donc effectivement, il y a une dissociation, et même quand je pense à moi, la conscience, en fait, pense à un autre objet. C'est un moi qui est d'une certaine façon différent. Donc cette nécessité pour la conscience d'exister comme conscience d'autre chose que soi, Husserl la nomme intentionnalité. J'ai parlé d'abord de la connaissance pour me faire mieux entendre. La philosophie française qui nous a formés ne connaît plus guère que l'épistémologie. Mais pour Husserl et les phénoménologues, la conscience que nous prenons des choses ne se limite point à leur connaissance. La connaissance ou pure représentation n'est qu'une des formes possibles de ma conscience de cet art. Donc on a vu que la conscience était toujours une relation entre le sujet et un objet extérieur, mais cette relation n'est pas forcément celle d'une connaissance. C'est pas je connais l'arbre, je vois l'arbre. Je puis aussi l'aimer, le craindre, le haïr. Et ce dépassement de la conscience par elle-même qu'on nomme intentionnalité se retrouve dans la crainte, la haine et l'amour. Haïr autrui, c'est une manière encore de s'éclater vers lui. Donc la haine, c'est encore un type de relation entre le sujet et son objet. C'est se trouver soudain en face d'un étranger dont on vit, dont on souffre d'abord la qualité objective de haïssable. Voilà que tout d'un coup, ces fameuses réactions subjectives, haine, amour, crainte, sympathie, qui flottaient dans la saumure malodorante de l'esprit s'en arrachent. Elles ne sont que des manières de découvrir le monde. Donc l'idée, c'est que dans la psychologie classique, dans la psychologie tirée de l'empirisme, la haine, c'est juste un sentiment subjectif. Il y a l'objet qui provoque en moi une réaction, et puis il y a la haine qui est un sentiment intérieur. Mais non, dans la phénoménologie, quand on revient à la façon dont les choses m'apparaissent, on voit que quand je hais quelqu'un, cette personne m'apparaît avec la propriété d'être haïssable. C'est-à-dire que la haine n'est pas uniquement une chose à l'intérieur de moi, c'est une façon dont se présente l'objet. Ce sont les choses qui se dévoilent soudain à nous comme haïssables, sympathiques, horribles, aimables. C'est-à-dire que quand je fais l'expérience de quelque chose comme haïssable, sympathique, horrible ou aimable, j'ai pas l'expérience que ce soit un mode de moi-même, une modification de moi-même. C'est cette chose-là qui est haïssable, c'est cette personne qui est sympathique, c'est cette chose qui est horrible. C'est une propriété de ce masque japonais que d'être terrible, une épuisable, irréductible propriété qui constitue sa nature même, et non la somme de nos réactions subjectives à un morceau de bois sculpté. Husserl a réinstallé l'horreur et le charme dans les choses, il nous a restitué le monde des artistes et des prophètes, effrayant, hostile, dangereux, avec des havres de grâce et d'amour. Il a fait la place nette pour un nouveau traité des passions qui s'inspirait de cette vérité si simple et si profondément méconnue par nos raffinés. Si nous aimons une femme, c'est parce qu'elle est aimable. Nous voilà délivrés de Proust. Alors là, bon, c'est une référence à l'idée selon laquelle, dans la recherche du temps perdu, l'amour qu'on ressent pour une personne, par exemple l'amour que Swann ressent pour Odette dans Un amour de Swann, est toujours en fait une erreur, parce qu'il y a une personne, et la personne qui aime projette en fait plein de qualités, plein d'associations, qui font qu'elle va aimer cette personne, mais pour des propriétés qui ne sont pas vraiment dans la personne, qui sont des choses qu'on a projetées sur cette personne. Là, l'idée, c'est, dans la phénoménologie, non, la personne, on aime une personne parce qu'elle nous apparaît comme aimable, l'amabilité, le caractère aimable de la personne, fait partie des propriétés de cette personne telle qu'elle se présente à moi, ce ne sont pas des choses que je projette sur cette personne. Délivrés en même temps de la vie intérieure, en vain chercherions-nous comme Amiel, comme une enfant qui s'embrasse l'épaule, les caresses, les dorlotements de notre intimité, puisque finalement tout est dehors, tout jusqu'à nous-mêmes, dehors dans le monde parmi les autres. Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvririons, c'est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. Donc voilà à peu près la phénoménologie telle que la comprend Sartre, et on va voir que ça va nous amener à sa conception de la liberté humaine et donc à l'existentialisme. Donc voilà, une brève biographie de Sartre, pas entière, juste la période qui va m'intéresser ici. Donc il est né en 1905, son père meurt en 1906, il est élevé par sa mère avec l'aide de ses grands-parents, et vous pouvez voir un roman autobiographique qui s'appelle Les mots, que personnellement j'aime bien, si vous voulez lire les récits d'enfance de Sartre. En 1924, il entre à l'école normale supérieure de Paris. Alors pour les Suisses qui n'ont pas trop d'idées de ce qu'est l'école normale supérieure c'est un truc qui est super classe en France mais que personne connaît ailleurs dans le monde.
Et c'est basiquement le principe selon lequel il y a certaines facs qu'on va appeler, c'est un peu comme une université, sauf qu'on lui donne beaucoup plus de moyens qu'aux autres universités, il y a beaucoup moins d'étudiants, et il faut réussir un concours pour y entrer. Donc en 1929, il réussit l'agrégation, qui est un concours d'enseignement du deuxième essai. Il rencontre Simone de Beauvoir, dont je vais parler après, qui fait partie du même groupe de révision pour l'agrégation. Et comme il a réussi l'agrégation, il est envoyé comme professeur au Havre, ce qui, de son point de vue, est un petit peu la loose, quoi, parce que vraiment le Havre, c'est pas la ville la plus dynamique intellectuellement, et même pas la plus dynamique tout court. Mais il a, en 1933-1934, la chance de pouvoir faire une année à l'étranger, à Berlin, où il continue à étudier Husserl, auquel il avait déjà été introduit quelques années auparavant, et surtout il découvre la philosophie d'Heidegger, qui est vraiment le gros choc pour lui, et qui va vraiment lancer sa réflexion existentialiste. Il revient en France, il publie un certain nombre d'ouvrages philosophiques, l'imagination, la transcendance de l'ego, qui ont des connotations et des inspirations phénoménologiques très claires. Il publie son premier roman à succès, La nausée, en 1938, et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est son gros ouvrage, hein, L'être et le néant, donc vraiment un très très gros ouvrage, écrit très petit, voilà, 700 pages écrit très petit, qui est donc son grand œuvre, l'explicitation de sa philosophie phénoménologique, et c'est de là que je vais partir pour expliquer sa conception de la liberté. Donc la question qui se pose au début de L'être et le néant de Sartre, c'est qu'est-ce que c'est que le néant? Voilà, donc c'est assez simple. Et d'abord, pourquoi parler du néant? Qu'est-ce que c'est le néant? Pourquoi penser que le néant existe, que le non-être existe? Pour Sartre, parce que c'est quelque chose dont nous faisons l'expérience. Rappelons-nous, nous sommes dans un cadre phénoménologique. Ce qui existe, ce sont les objets qui se donnent à nous dans l'expérience. Et si le non-être, le néant, se donne à nous dans une certaine expérience, c'est qu'il a un mode d'existence, en fait. Donc voilà, dans un premier paragraphe, Sartre décrit l'expérience banale, réduite, ce qu'il appelle une expérience banale. Je pense qu'il y a 1500 francs dans mon portefeuille et je n'en trouve plus que 1300. Voilà, donc du coup là, je fais d'une certaine façon l'expérience du fait qu'il n'y a pas 200 francs, qu'il manque 200 francs, qu'il y a un non-être, une absence d'être, c'est l'absence d'être de ces 200 francs. Cela ne signifie point, nous dira-t-on, que l'expérience m'ait découvert le non-être de 1500 francs, mais tout simplement que j'ai compté 13 billets de 100 francs. Donc ça, c'est l'objection qu'on pourrait faire à Sartre, c'est non, mais on n'a pas fait l'expérience de quoi que ce soit de négatif, on a fait l'expérience de quelque chose de positif, qui est la présence de 13 billets de 100 francs, qui est juste différent de ce à quoi je m'attendais. Sartre répond, il est évident que le non-être apparaît toujours dans les limites d'une attente humaine. Si je vois que quelque chose n'est pas là, c'est parce que je m'attends à trouver quelque chose. C'est parce que je m'attends à trouver 1500 francs que je n'en trouve que 1300. C'est parce que le physicien attend telle vérification de son hypothèse que la nature peut lui dire non. Il serait donc vain de nier que la négation apparaît sur le fond primitif d'un rapport de l'homme au monde. Le monde ne découvre pas ces non-êtres à qui il ne les a pas d'abord posés comme des possibilités. C'est-à-dire pour faire l'expérience du non-être, du néant, il faut avoir certaines attentes sur le fait que quelque chose devrait être là, et puis il n'est pas là, et c'est comme ça qu'on fait l'expérience du néant. Mais est-ce à dire que ces non-êtres doivent être réduits à de la pure subjectivité? Est-ce que ça veut dire que du coup le non-être n'existe pas en lui-même? Est-ce que ça veut dire qu'il est juste un sentiment du fait qu'une de nos attentes a été violée? Pour Sartre, non. Son idée, son argument est un argument phénoménologique, c'est-à-dire qu'il va essayer de décrire dans de longues pages que je ne vais pas passer en revue, qu'est-ce que ça fait de voir que quelque chose auquel on s'attendait n'est pas là. Et son idée, c'est que c'est une expérience très très différente du fait de juste voir quelque chose de positif. Il y a une expérience particulière du néant, de l'absence de quelque chose. Donc voilà quelques extraits. Mais si nous voulons décider à coup sûr, il n'est que de considérer un jugement négatif en lui-même, mais de nous demander s'il fait apparaître le non-être au sein de l'être, ou s'il se borne à fixer une découverte antérieure. J'ai rendez-vous avec Pierre à 4 heures. J'arrive en retard d'un quart d'heure. Pierre est toujours exact. M'aura-t-il attendu? Je regarde la salle, les consommateurs, et je dis « Il n'est pas là ». Y a-t-il une intuition de l'absence de Pierre, ou bien la négation n'intervient-elle qu'avec le jugement? Donc la question c'est, est-ce que l'expérience de ne pas trouver Pierre dans le bar où j'avais rendez-vous est une expérience particulière, ou en fait, est-ce que j'ai juste l'expérience du bar avec tous les gens qui y sont, et en réfléchissant sur cette expérience, je me dis, du coup, Pierre n'est pas dans cette expérience, ce qui fait que j'ai eu juste une expérience des choses qui sont là, et pas une expérience du néant. Et ce que dit Sartre, c'est la chose suivante. À première vue, il semble absurde de parler ici d'intuition, puisque justement, il ne saurait y avoir intuition de rien, et que l'absence de Pierre est ce rien. Pourtant, la conscience populaire témoigne de cette intuition. Ne dit-on pas, par exemple, j'ai tout de suite vu qu'il n'était pas là? S'agit-il d'un simple déplacement de la négation? Regardons-y de plus près.
Donc là, il y a une grande description très longue de ce que c'est que ne pas voir quelqu'un. Et j'arrive à la conclusion tout de suite. Voilà. Ce que dit Sartre, c'est la chose suivante, c'est précisément, donc l'expérience de ne pas voir Pierre, c'est précisément un évanouissement perpétuel. C'est Pierre s'enlevant comme néant sur le fond de néantisation du café. Ce que décrit Sartre, en fait, c'est que si je cherche Pierre dans le café en voyant qu'ils ne sont pas là, j'ai une expérience particulière où tout le reste qui n'est pas Pierre est repoussé à l'arrière-plan pendant que je scanne la pièce, ce qui est très différent de juste voir les gens en les observant. De sorte que ce qui est offert à l'intuition, c'est un papillotement de néant. C'est le néant du fond dont la néantisation appelle, exige l'apparition de la forme, et c'est la forme néant qui glisse comme un rien à la surface du fond. Ce qui sert de fondement au jugement Pierre n'est pas là, c'est donc bien la saisie intuitive d'une double néantisation. Et certes, l'absence de Pierre suppose un rapport premier de moi à ce café. Voilà, donc pour Sartre, il y a vraiment une expérience du non-être. Quand je cherche Pierre et que je scanne une salle de café pour le trouver, l'expérience que j'ai est radicalement différente de celle où je me contenterai d'observer la salle de café juste pour regarder à quoi ressemble la salle du café. Donc il y a une expérience du néant. Mais précisément, je m'attendais à voir Pierre et mon attente a fait arriver l'absence de Pierre comme un événement réel concernant ce café. C'est un fait objectif à présent que cette absence. Je l'ai découverte et elle se présente comme un rapport synthétique de Pierre à la pièce dans laquelle je le cherche. Pierre absent hante ce café et il est la condition de son organisation néantisante en fond. Donc je ne vais pas essayer d'expliquer tous les termes, mais voilà, l'idée c'est que pour Sartre, parce qu'il y a une expérience particulière du non-être, de l'absence de Pierre, qui n'est pas réductible au fait de juste voir une salle, et comme on est dans un cadre phénoménologique où ce qui existe, c'est ce qui se donne dans l'expérience, le non-être existe, c'est un fait objectif. Mais la question c'est du coup, comment est-ce que le non-être, comment est-ce que le néant peut venir à exister? Si le néant existe, si je peux en avoir l'expérience, d'où peut venir le néant? Et le problème de Sartre, c'est de se dire, oui, mais les objets que j'ai, que je perçois dans les objets du monde extérieur, les objets de la nature, ils sont ce qu'ils sont. C'est ce que Sartre va appeler l'en-soi. Ce sont les choses qui sont en soi, c'est-à-dire qu'elles ne diffèrent pas d'elles-mêmes. Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont ce qu'il appelle une pure positivité. Il n'y a pas de négatif. Elles sont, voilà, cet objet est là, cet ordinateur est un ordinateur, ce fauteuil est ce fauteuil, cette plante en pot est cette plante en pot. Elles sont ce qu'elles sont, il n'y a pas de négatif dans leur être. Et du coup, on ne saurait tirer le néant de l'être, c'est-à-dire des objets qui me sont donnés du monde de la nature. Le monde de la nature, c'est l'ensemble des étangs, des objets qui sont, et comme ils sont ce qu'ils sont, ils ne contiennent pas de néant, ils ne peuvent pas être la source du néant. Il faut trouver autre chose, un être qui contient du non-être, directement. La source du non-être, elle ne peut venir que d'un être qui n'est pas en soi, qui n'est pas identique à lui-même. Donc voilà ce que dit Sartre, par exemple, une cause réelle, en effet, produit un effet réel, et l'être causé est tout entier engagé par la cause dans la positivité. Dans la mesure où il dépend dans son être de la cause, il ne saurait y avoir en lui le moindre germe de néant. En tant que le questionnaire doit pouvoir opérer par rapport au questionné une sorte de recul néantisant, il échappe à l'ordre causal du monde, il se désenglue de l'être. Donc ce que dit Sartre ici, c'est que si on regarde le monde des objets qui sont donnés par exemple dans la perception des objets de la nature, eh ben, ce sont des objets qui sont ce qu'ils sont, ils sont régis par des lois de la nature, des lois causales, des rapports de cause à effet, et il n'y a rien de négatif là-dedans, il y a juste de la positivité. Si on veut trouver la source du néant, il faut la trouver dans celui qui pose la question, c'est-à-dire celui qui est capable de nier, d'être une source de non-être. Et cet être, c'est l'homme. Parce que, c'est quelque chose sur lequel j'ai anticipé tout à l'heure, l'homme n'est jamais en soi, il est pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est pour soi? C'est-à-dire que contrairement à la chaise, l'homme peut se prendre lui-même pour objet. Je peux réfléchir sur moi-même. On a vu, c'est la distinction entre le sujet et son moi empirique. Je peux exister pour moi-même, tandis que la chaise n'existe pas pour elle-même, elle ne peut pas prendre conscience d'elle-même. Mais du coup, comme dans la conscience, il y a toujours une distinction entre le sujet et l'objet, ça veut dire que quand je prends conscience de moi-même, il y a une dissociation entre moi et moi. C'est-à-dire entre moi en tant que sujet de la conscience, sujet pur de l'expérience, et moi en tant qu'objet. Je me dissocie de moi-même. Ce qui fait dire à Sartre la chose suivante, c'est que l'homme est ce qu'il n'est pas, et n'est pas ce qu'il est. Donc le sujet de la conscience, il est ce moi empirique, mais en même temps il n'est pas lui-même, et donc il n'est pas ce moi empirique. Il y a à l'intérieur de l'homme une dissociation fondamentale, il ne coïncide jamais avec lui-même, ce qui va être la source, on va voir, de la liberté, mais de l'angoisse existentielle aussi.
c'est que je n'ai jamais cette satisfaction que pourrait avoir la chaise si elle avait une conscience, qui est d'être identique à elle-même, d'être sûre dans son être. Je suis toujours en fait différent de moi-même. Je est un autre, si on reprend la citation célèbre de Rimbaud. Et du coup, c'est l'homme qui va être la source du non-être parce qu'il contient déjà cette part de non-être, de néant. Il n'est pas lui-même. Et la source du néant, on va voir que c'est la liberté. Donc voilà ce que dit Sartre. L'être ne saurait engendrer que l'être. Et si l'homme est englobé dans ce processus de génération, il ne sortira que de lui que de l'être. S'il doit pouvoir interroger sur ce processus, c'est-à-dire le mettre en question, il faut qu'il puisse le tenir sous sa vue comme un ensemble, c'est-à-dire se mettre lui-même en dehors de l'être et du même coup affaiblir la structure d'être de l'être. C'est-à-dire on a vu que le monde est peuplé d'objets qui obéissent aux lois causales, aux relations de cause et effet, et ces objets sont ce qu'ils sont. Et ils ne contiennent pas de non-être. Donc si l'homme peut être source de non-être, peut être source de néant, il doit pouvoir se mettre à distance du monde de la nature. Et ce qui permet cette mise en distance, c'est la structure de la conscience, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'en tant que sujet qui réfléchit, qui perçoit comme objet le monde de la nature, le sujet ne fait pas partie du monde de la nature. Ce qui fait partie du monde de la nature, c'est mon moi psychologique, c'est mon moi empirique, qui peut m'apparaître comme objet, mais il apparaît comme objet à un sujet qui est le sujet transcendantal, le sujet pur, qui lui est en dehors de cette nature, qui est en dehors d'une certaine façon de l'être. Toutefois, il n'est pas donné à la réalité humaine d'anéantir même provisoirement la masse d'être qui est posée en face d'elle. Je ne peux pas, par la pensée, détruire les objets, je peux juste me mettre à distance. Ce qu'elle peut modifier, c'est son rapport avec cet être. Pour elle, mettre hors de circuit un existant particulier, c'est se mettre elle-même hors de circuit par rapport à cet existant. En ce cas, elle lui échappe, elle est hors d'atteinte, il ne saurait agir sur elle, elle s'est retirée par-delà un néant. Alors ça ne veut pas dire que je peux empêcher les objets extérieurs d'agir sur moi, ça veut dire que mon moi empirique, en tant que partie de la nature, les objets extérieurs continuent à agir sur eux. Si vous êtes attaqué par une maladie, pour reprendre un exemple, c'est pas vous pouvez pas annuler cette maladie en vous distançant d'elle-même. Mais le sujet pur, lui, peut toujours se mettre à distance, en tant qu'il est le sujet qui voit le monde extérieur, et qui donc distingue du monde extérieur, du monde des choses. Il peut se mettre à distance, et donc il peut être libre par rapport à l'enchaînement des causes et des effets qui régit le monde. Cette possibilité pour la réalité humaine de sécréter un néant qui l'isole, Descartes, après les stoïciens, lui a donné un nom, c'est la liberté. Et donc il faut définir ce que c'est cette liberté. Et on trouve la définition de la liberté et son rapport au néant dans l'analyse que fait Sartre de l'action. Et pour Sartre, pour agir vraiment, pas juste un mouvement réflexe, pas juste le mouvement bête des animaux, pour lui l'action est une propriété purement humaine, l'agir est humain. La base de l'agir, ça suppose la capacité à nier le réel. Pourquoi ? Parce qu'on agit toujours en vue d'un autre monde, d'un monde différent du monde réel. Sinon, ce ne serait pas la peine d'agir. Si le monde réel nous satisfait, on n'a pas besoin d'agir, parce que tout est déjà comme on veut. Si on agit, c'est pour transformer le monde, et si on transforme le monde, c'est parce qu'on a en vue un autre monde que le monde actuel. C'est un monde différent qui nous paraît plus souhaitable, plus idéal. C'est donc qu'on nie le réel au nom d'un idéal. On rejette le réel au nom d'un monde meilleur qu'on a imaginé. Et ce monde meilleur, c'est pas un monde qui existe. C'est un non-être pour l'instant. Peut-être qu'il deviendra un être quand on aura réussi à modifier le monde selon nos vœux. Du coup, l'action, ça suppose deux choses. Ça suppose de partir d'un monde idéal qui est un non-être et de nier le monde tel qu'il est. Donc ça suppose d'être capable de s'affranchir du monde tel qu'il est. Donc voici ce que dit Sartre. Il faut ici inverser l'opinion générale et convenir de ce que ce n'est pas la dureté d'une situation ou les souffrances qu'elle impose qui sont motifs pour qu'on conçoive un autre état de choses où il en irait mieux pour tout le monde. Au contraire, c'est à partir du jour où l'on peut concevoir un autre état de choses qu'une lumière neuve tombe sur nos peines et sur nos souffrances et que nous décidons qu'elles sont insupportables. La base de l'action, ce qui permet l'action, c'est la capacité d'agir, de concevoir que le monde peut être autrement. Tant qu'on considère qu'il n'y a pas d'alternative, que le monde doit être de la façon dont il est, on ne peut pas agir. La base de l'action, c'est cette capacité à se dire les choses pourraient être autrement, le monde n'a pas à être nécessairement comme ça. C'est-à-dire, pour agir, il faut réaliser que le monde est contingent, qu'il peut être autrement. Voilà, en parlant d'un ouvrier, voilà ce que dit Sartre, mais tout au contraire, c'est lorsqu'il aura fait le projet de changer sa condition que celle-ci lui paraîtra tolérable. Cela signifie qu'il devra avoir pris du champ, du recul par rapport à sa situation, et avoir opéré une double néantisation. D'une part, en effet, il faudra qu'il pose un état de choses idéal comme pur néant présent.
D'autre part, il faudra qu'il pose sa situation actuelle comme néant par rapport à cet état de choses. Il lui faudra concevoir un bonheur attaché à sa classe comme pur possible, c'est-à-dire présentement comme un certain néant. D'autre part, il reviendra sur la situation présente pour l'éclairer à la lumière de ce néant, et pour la néantiser à son tour en déclarant « Je ne suis pas heureux ». Il s'ensuit ces deux importantes conséquences. La première, aucun état de fait, quel qu'il soit, structure politique, économique de la société, état psychologique, etc., n'est susceptible de motiver par lui-même un acte quelconque. Alors là, on entre dans le terrain des choses que je considère douteuses, mais je vais essayer d'expliquer le raisonnement de Sartre derrière ça. C'est-à-dire que l'idée de Sartre, c'est la suivante, c'est que ce qui motive l'action, la source de l'action, c'est le fait de nier le réel. On a vu pourquoi. Parce qu'il faut... on nie le réel au nom d'un état du monde qui n'existe pas encore, c'est-à-dire on fait entrer le néant dans le monde. Et du coup, la source de l'action pour Sartre, c'est le néant, c'est le non-être. Or, pour Sartre, tout ce qu'il a décrit ici, la structure politique, économique de la société, mes états psychologiques actuels, mes désirs, mes motivations, tout ça, ce sont des choses qui font partie de l'être. Du coup, la source de l'action, ça ne peut pas être ces choses-là. Et du coup, la deuxième... Et du coup, la deuxième conséquence qui découle de la première, pour Sartre, c'est la suivante. Aucun état de fait ne peut déterminer la conscience à le saisir comme négativité ou comme manque. Mieux encore, aucun état des faits ne peut déterminer la conscience à le définir et à le circonscrire, puisque nous l'avons vu, la formule de Spinoza, omnis determinatio est negatio, reste profondément vrai. Ce que veut dire Sartre, c'est la chose suivante, c'est que comme la source de l'action, c'est le non-être, c'est la négation de l'être, l'être en lui-même ne peut pas déterminer nos actions, donc du coup, nous sommes totalement libres par rapport à l'être, par rapport au monde tel qu'il est. Nous sommes libres d'agir de telle ou telle façon, parce que rien dans le monde ne peut déterminer l'action, parce que la source de l'action, c'est justement la négation du monde, la néantisation du monde. Et donc c'est là que l'existentialisme sartrien va prendre sa source, c'est que nous sommes toujours libres. Et une conséquence que je n'ai pas détaillée sur la slide, mais qui est importante pour la suite, c'est que dans la mesure où je peux toujours nier le réel, toujours le poser comme contingent, comme pouvant être différent, et dans la mesure où mon moi, mon moi empirique en tant qu'il se donne à moi, fait partie du monde, eh bien mon moi m'apparaît toujours comme contingent. C'est-à-dire que j'ai toujours la sensation que je pourrais être autrement. Et ça va être une des sources de l'angoisse générée par la liberté. C'est-à-dire que pour Sartre, contrairement à la chaise qui est ce qu'elle est, la façon dont je me vois dans la conscience est comme un être contingent que je pourrais nier, que je pourrais changer. Je ne ressens aucune stabilité dans mon être. Je pourrais toujours me dire... Je ne peux pas me dire, voilà, je suis comme ça, c'est comme ça. Pour Sartre, ça c'est pas possible. C'est juste, on se cache la vérité. La structure de la conscience, c'est que comme je me pose moi-même comme un objet extérieur contingent que je pourrais nier, comme n'importe quelle partie de la réalité, je ne suis jamais assuré dans mon être. Je peux toujours être autrement, et donc il y a une fragilité de l'être, c'est-à-dire je ne me perçois jamais comme nécessaire, mais toujours comme complètement contingent. Alors, passons maintenant au texte que vous aviez à lire pour aujourd'hui, qui est L'existentialisme est un humanisme. Donc, L'existentialisme est un humanisme, c'est le texte d'une conférence donnée en 1945 par Sartre, dans lequel il essaye de populariser les thèses centrales de sa philosophie existentialiste, tout en la défendant contre certaines critiques fréquentes que vous aurez pu voir dans le texte, par exemple le fait que ce serait une doctrine très pessimiste, qui accentuerait les choses affreuses de la vie, etc., etc. Et un de ses autres buts, à l'époque, c'est essayer de rendre compatible l'existentialisme avec l'engagement pour le communisme. Parce que bon, maintenant ça paraît un peu bizarre, mais si on se remet dans le contexte de l'époque, on est après la Seconde Guerre mondiale. Le communisme, pour beaucoup d'intellectuels français et européens en général, c'est européens de l'Ouest, c'est un peu le futur, c'est l'engagement à avoir. C'est celui qui se bat pour les couches populaires, pour une plus grande justice, etc. C'est l'engagement fondamental. Et donc, si votre théorie elle n'est pas compatible avec le communisme, c'est un peu dommage. Et comme une des thèses principales du communisme, c'est le matérialisme dialectique de Marx, selon lequel tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, toutes les actions sont en fait conditionnées par l'organisation socio-économique de votre société, vous voyez que l'idée selon laquelle on est radicalement libre est pas du tout déterminée par les conditions matérielles, par les temps, par les objets positifs, elle n'est pas forcément tout de suite hyper compatible pour
pour les communistes, en fait. Donc voilà, donc je ne vais pas lire le texte en détail, puisque vous êtes censé l'avoir lu. Donc le premier principe de l'existentialisme, selon Sartre, dans cette conférence, c'est l'existence précède l'essence. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors l'essence, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'est un objet. Par exemple, l'essence d'une chaise, c'est d'être un meuble servant à s'asseoir. Et l'existence, c'est le fait d'être présent là dans le monde. On a vu que pour Sartre, le non-être, le néant existe parce que je peux en avoir l'expérience. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'existence précède l'essence? Alors Sartre commence par prendre l'exemple d'un coupe-papier. Alors il faut bien voir que l'existentialisme est un humanisme, c'est vraiment une conférence de vulgarisation, donc de temps en temps, Sartre va sursimplifier les trucs et ça va donner des choses un peu bizarres et pas très convaincantes. Donc Sartre prend l'exemple d'un coupe-papier. Dans ce cas, il a bien fallu que le concept de coupe-papier précède la création du coupe-papier, l'essence précédait l'existence. Donc l'exemple de Sartre, c'est la chose suivante, c'est que quand le coupe-papier a été créé, la personne qui a créé le coupe-papier avait forcément en tête déjà ce qu'était un coupe-papier, l'idée de coupe-papier, donc ça veut dire que son essence précédait son existence. Ah bon, il y a déjà un problème avec l'argument, est-ce que vraiment l'idée que le créateur avait dans la tête, le fait qu'il avait déjà un concept de coupe-papier, voulait dire que l'essence du coupe-papier existait déjà? C'est un problème. Mais bon, en partant de cette analogie, Sartre dit la chose suivante, mais Dieu n'existe pas, donc l'homme n'a pas été construit comme le coupe-papier. Il n'y avait pas un type, donc Dieu, qui avait une idée préalable, un modèle de ce qu'était l'homme, et qui a décidé de le construire sur cette base-là. Donc dans le cas du coupe-papier, il n'y avait pas d'existence, il n'y avait pas de précédence de l'essence sur l'existence. L'homme a existé, et l'essence a suivi. Mais comme il n'y avait pas de modèle qui préexistait à la création, l'existence précède l'essence pour l'homme. Donc si on le prend littéralement comme ça, l'argument de Sartre a de nombreux problèmes. L'un, c'est que, bon, bah, si on suit l'analogie, en fait, l'homme n'est pas du tout le seul être dont l'existence précède l'essence. Hein. Par exemple, les animaux sauvages, les plantes, les cailloux, à partir du moment où on dit que Dieu n'a pas existé, qu'il n'y a pas eu de créateur, tous les objets naturels, hein, qui ne sont pas des artefacts, ont une existence qui précède leur essence selon cette définition. Et clairement, c'est pas ce que Sartre veut dire. Une interprétation plus généreuse de Sartre à l'intérieur de la philosophie, c'est celle-ci. L'homme peut toujours nier, refuser ce qu'il est. S'il est une certaine chose, alors il peut toujours choisir de ne plus l'être. C'est ce qu'on a vu. Contrairement aux animaux, aux plantes ou aux cailloux. Donc le chat est le chat, il ne peut pas choisir d'être autre chose que ce qu'il est, hein, c'est son essence. Mais l'homme, même s'il est une certaine chose, peut toujours nier sa réalité au sens de la liberté et décider d'être autrement. Et dans ce cas-là, on peut dire que pour l'homme, l'essence est secondaire parce qu'elle est le résultat d'une décision. Voilà. L'homme est de cette certaine façon, mais son être découle d'une décision qu'il a prise parce qu'il est radicalement libre. Et l'expression de la liberté, c'est le fait d'exister justement pour l'homme. Donc l'existence précède l'essence parce que l'essence, ce qu'est l'homme, découle toujours d'un choix qui suppose l'existence. C'est la citation « L'homme est ce qu'il se fait ». Alors on pourrait se dire, oui, mais est-ce que ça veut dire que Sartre nie l'existence de contraintes biologiques sur l'homme? C'est-à-dire, voilà, l'homme n'a pas de nature, pour Sartre, il peut être ce qu'il veut. Est-ce que ça veut dire que Sartre pense que du coup, il n'y a pas de nature humaine? Bah, les existentialistes n'aiment pas la notion de nature humaine, mais ils nient pas l'existence, l'idée qu'il puisse y avoir des invariants biologiques, hein, des choses qu'on retrouverait, des faits biologiques sur les humains qu'on retrouve quand même de façon assez fréquente, ni qu'il y ait l'existence de certaines influences sociales ou culturelles. Mais tout ça, ça fait partie de ce qu'ils appellent la situation. Hein, le sujet humain, pour l'existentialiste, agit toujours à partir d'une situation donnée. Et cette situation, c'est toutes ces choses-là, elles existent. Mais alors, on pourrait dire, pourquoi est-ce que Sartre refuse de penser qu'il y a une essence de l'homme qui serait, par exemple, juste la somme des invariants biologiques qui caractérisent l'homme? Pourquoi pas dire que l'homme, l'essence de l'homme, c'est d'être un mammifère doté d'un cerveau, je sais pas, qui a 2 pieds, voilà, toutes ces choses-là. La réponse probable, c'est parce que Sartre considère probablement que la notion d'essence n'est pas une notion seulement descriptive, mais aussi normative. Pour Sartre, qui conçoit un peu l'essence sur un mode, on va dire, aristotélicien, d'une certaine façon, fixer l'essence de l'homme, c'est ne pas simplement décrire ce qu'est l'homme, c'est aussi dire ce qu'il devrait être. Son idée, c'est qu'à partir du moment où vous définissez ce qu'est l'essence humaine, vous définissez ce que devrait être l'homme. Hein, à partir du moment où vous définissez ce qu'est l'homme, vous définissez par là même ce que c'est qu'être un vrai homme, et donc vous fixez des lois, des idéaux à l'être humain. Alors ça paraît abstrait comme ça, mais une application simple de ce premier principe, c'est l'ouvrage de Simone de Beauvoir de 1949, Le deuxième sexe, dont j'ai pas pu prendre d'extrait
parce qu'il est dans mon bureau. Mais donc la phrase célèbre du deuxième sexe, qui ouvre la deuxième partie du deuxième siècle, c'est on ne naît pas femme, on le devient. Et c'est une forme appliquée de l'idée selon laquelle l'existence précède l'essence. C'est-à-dire on existe avant, les femmes existent avant de devenir femmes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire pour Simone de Beauvoir cette idée qui est un peu plus populaire et courante aujourd'hui, mais qui à l'époque était quand même beaucoup plus controversée. Hein. Je veux dire, le livre a reçu le livre a eu beaucoup de succès, mais a reçu beaucoup de critiques très très acerbes. Hein. C'est qu'il n'y a pas d'essence de la femme. En tout cas, l'essence de la femme telle qu'elle existe dans l'imaginaire collectif, telle qu'elle dirige nos jugements sur ce qui est féminin, pas féminin, sur ce que c'est qu'être une vraie femme, d'être vraiment une femme, ça c'est une femme. C'est pas une notion biologique. Hein, c'est pas juste, être une femme, c'est avoir deux chromosomes X et puis telle caractéristique. Non. L'essence de la femme, telle qu'elle dirige nos actions, c'est un agrégat de mythes qui détermine ce qu'est une vraie femme, ce que c'est qu'être féminine, par exemple. Voilà, peut-être qu'une vraie femme, c'est quelqu'un qui a de la compassion, qui est doux, qui est aimante, qui est discrète, qui est timide, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, l'essence de la femme, c'est juste un ensemble d'idéaux qui vont dicter, en fait, la façon dont doivent se comporter les femmes. Et de la même façon, on peut penser que pour les hommes, c'est la même chose. Hein. Être un vrai homme, c'est se comporter de telle façon et pas de telle autre. Du coup, derrière l'idée d'une essence de l'homme ou de l'essence de la femme qui paraît être une notion purement descriptive, en fait, il y a tout un tas de contraintes, de règles et d'idéaux qui se cachent. Et donc le principe selon lequel l'existence précède l'essence, on peut tout simplement l'interpréter comme le rejet d'idées sur lequel il existerait une norme transcendante de ce que doit être un homme ou une femme. Il n'y a pas un modèle de ce que doit être un homme ou une femme. Chacun, en étant radicalement libre, chacun va créer son propre modèle de ce que doit être un homme. C'est mes actions qui vont créer le modèle de ce que doit être un homme, le concept de ce qu'est un homme ou une femme. Cette essence-là, et c'est pas quelque chose qui précède mon existence. Alors, pour revenir à la deuxième question que je vous ai posée sur le texte de Sartre, c'est la chose suivante. Une thèse forte de l'existentialisme, c'est la thèse suivante. Quels que soient les choix que je fais, je suis toujours libre et responsable de mes choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'agis, je dois être complètement responsable de mes choix. Je ne peux pas me cacher derrière une loi morale ou des valeurs objectives ou un commandement divin. Hein, donc l'attitude des existentialistes, c'est l'exact inverse, par exemple, de ce que préconiserait Kant. Hein. Pour reprendre un exemple que j'ai peut-être donné dans ce cours ou peut-être dans un autre, hein, Kant considère que... donc Benjamin Constant, qui est un philosophe plutôt franco-suisse, a un jour accusé Kant d'avoir une théorie morale aberrante selon laquelle, comme il ne faut jamais mentir, si un meurtrier venait sonner à la porte en nous demandant si un de nos amis est caché chez nous pour le tuer, pour Kant, d'après Benjamin Constant, il faudrait dire la vérité au meurtrier, dire oui, mon ami est bien chez moi. Et Kant a lu la critique de Constant, et sa réponse a été oui, c'est exactement ce que je dirais. Et l'un des raisonnements, donc Kant donne plusieurs arguments, et l'un des raisonnements que Kant dit, c'est la chose suivante, c'est que si je suis la loi morale, que je dis la vérité au meurtrier, qu'il entre chez moi et qu'il zigouille mon ami, je ne suis pas responsable de ce qui se passera, je ne suis pas responsable de la mort de mon ami, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi la loi. Donc je suis propre, je suis net, j'ai pas de responsabilité dans la mort de mon ami. Alors que si je mens au meurtrier, que je lui dis que mon ami n'est pas chez moi, il y a une chance que, en fait, du coup, il parte en se disant bon, il n'est pas là, je vais le chercher ailleurs, et qu'au même moment, mon ami s'est enfui par la porte de derrière, et qu'il croise le meurtrier, et que du coup, le meurtrier le tue, et dans ce cas-là, je serai responsable parce que j'ai causé la mort de mon ami en ne suivant pas la loi. Donc à partir du moment où je suis la loi morale, je ne suis pas responsable des conséquences. Et là, c'est vraiment le type de raisonnement que détestent les existentialistes comme Sartre ou Beauvoir. Hein. Ils ont écrit des nombreuses pages là-dessus. C'est non, tu peux pas te cacher derrière la loi morale parce que c'est toi qui choisis de suivre la loi morale. Même si la loi morale existe de façon objective, si tu peux la déduire de façon kantienne, il y a quand même un choix là-bas. C'est quand même toi qui décides de décider la loi morale. Donc ce que disent les existentialistes, c'est pas que les choses n'ont pas de valeur, ce ne sont pas des nihilistes, mais que les choses ont une valeur dans la mesure où c'est moi qui décide de leur donner. Donc,
Même s'il existe une loi morale, objective, même s'il existe une loi divine, celle-ci ne peut avoir aucune valeur tant que je n'ai pas décidé de lui donner une valeur. Je ne peux pas me cacher devant l'idée selon laquelle j'avais pas le choix, il y a cette loi, il y a cet idéal objectif qui existe. Non, c'est toujours moi qui décide de suivre cet idéal ou cette loi. Voilà ce qu'écrit Sartre, par exemple. Ainsi, nous n'avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications, des excuses. Nous sommes seuls, sans excuses. C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre. Ou, l'existentialisme ne pensera pas non plus que l'homme peut trouver un secours dans un signe donné sur Terre qui l'orientera, car il pense que l'homme déchiffre lui-même le signe comme il lui plaît. Il pense donc que l'homme, sans aucun appui et sans aucun secours, est condamné à chaque instant à inventer l'homme. Ponge a dit. Voilà. Du coup, ça nous amène au concept d'angoisse et de délaissement. Alors, voilà un exemple très célèbre que prend Sartre dans l'existentialisme et un humanisme et qui illustre un peu ces deux concepts. C'est, pour vous donner un exemple qui permet de mieux comprendre le délaissement, je citerai le cas d'un de mes élèves qui est venu me trouver dans les circonstances suivantes. Son père était brouillé avec sa mère et d'ailleurs incliné à collaborer, donc là on est Seconde Guerre mondiale, collaborer avec les Allemands. Son frère aîné avait été tué dans l'offensive allemande de 1940 et ce jeune homme, avec des sentiments un peu primitifs mais généreux, désirait le venger. Sa mère vivait seule avec lui, très affligée par la demi-trahison de son père et par la mort de son fils aîné, et ne trouvait de consolation qu'en lui. Ce jeune homme avait le choix à ce moment-là entre partir pour l'Angleterre et s'engager dans les forces françaises libres, c'est-à-dire abandonner sa mère, ou demeurer auprès de sa mère et l'aider à vivre. Il se rendait compte que cette femme ne vivait que par lui, et que sa disparition et peut-être sa mort la plongerait dans le désespoir. Il se rendait aussi compte qu'au fond, concrètement, chaque acte qu'il faisait à l'égard de sa mère avait son répondant dans ce sens qui l'aidait à vivre, au lieu que chaque acte qu'il ferait pour partir et combattre était un acte ambigu qui pouvait se perdre dans les sables et ne servir à rien. Par exemple, partant pour l'Angleterre, il pouvait rester indéfiniment dans un camp espagnol en passant par l'Espagne. Il pouvait arriver en Angleterre ou à Alger et être mis dans un bureau pour faire des écritures. Par conséquent, il se trouvait en face de deux types d'actions très différents. Un choix. Une concrète, immédiate, mais ne s'adressant qu'à un individu, aider sa mère, ou bien une action qui s'adressait à un ensemble infiniment plus vaste, une collectivité nationale, mais qui était par là même ambiguë, et qui pouvait être interrompue en route. Et en même temps, il hésitait entre deux types de morale. D'une part, une morale de la sympathie, du dévouement individuel, et d'autre part, une morale plus large, mais d'une efficacité plus contestable. Donc, comment faire ce choix? Comment l'étudiant peut-il faire le choix entre les deux? Est-ce qu'il peut trouver quelqu'un qui lui dira quel sera le bon choix à faire? Eh bien, selon Sartre, non. Au bout du compte, c'est toujours lui qui doit faire le choix. Et le raisonnement, c'est le suivant. Je ne puis ni chercher en moi l'état authentique qui me poussera à agir, ni demander à une morale les concepts qui me permettront d'agir. Ce que dit Sartre, c'est qu'il n'y a rien, je peux pas décider d'écouter mes sentiments, parce que j'ai peut-être des sentiments contradictoires, je peux pas écouter les avis, parce qu'il y a différents avis. C'est toujours moi qui devra trancher. Au moins, direz-vous, est-il allé voir un professeur pour lui demander conseil. Mais si vous cherchez un conseil auprès d'un prêtre, par exemple, vous avez choisi ce prêtre, vous saviez déjà au fond plus ou moins ce qu'il allait vous conseiller. Autrement dit, choisir le conseilleur, c'est encore s'engager soi-même. La preuve en est que si vous êtes chrétien, vous direz consulter un prêtre, mais il y a des prêtres collaborationnistes, des prêtres attentistes, des prêtres résistants. Lequel choisir? Et si le jeune homme choisit un prêtre résistant ou un prêtre collaborationniste, il a déjà décidé. Donc en fait, je ne peux jamais déléguer ma liberté. Quels que soient les signes que je décide de suivre, les conseils que je décide de suivre, c'est toujours moi qui décide que je vais suivre ces conseils-là ou que je vais suivre ces signes-là. Donc au bout du compte, c'est toujours à moi de décider. Et donc le cas de l'étudiant illustre ce que Sartre appelle le délaissement. Le délaissement, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'instance supérieure qui vient nous dire quoi faire. Nous sommes livrés à nous-mêmes, c'est à nous de faire le choix. Au bout du compte, c'est toujours à nous de choisir. Nous ne pouvons pas nous délester de notre liberté sur quelqu'un, sur une autorité. Et nous ne pouvons compter sur personne pour nous dicter notre conduite. Nous sommes la source ultime de nos conduites. Il n'y a personne qui peut prendre la responsabilité à notre place. Et ce délaissement est la source de l'angoisse, qui est un concept que Sartre reprend de Kierkegaard. Et l'angoisse, c'est l'expérience souvent négative qu'on fait de notre propre liberté. C'est-à-dire que on est face au fait que nous sommes responsables de nos actions, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, nous serons responsables, et ça, c'est angoissant. Et pour Sartre, c'est d'autant plus angoissant que pour lui, il a cette théorie dans l'existentialisme est un humaniste, que mes choix individuels engagent toute l'humanité, parce qu'ils peignent une certaine image de l'humanité. Et donc mes choix concernent tout le monde, pour Sartre. On passe à Simone de Beauvoir. Donc je pense que je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce que je vais essayer d'arrêter la vidéo à 1h15, donc on finira comme d'habitude en retard à la séance d'après, histoire que vous ne soyez pas trop dépaysés. Donc Simone de Beauvoir, qui est une autre philosophe existentialiste,
Donc du coup très très lié à Sartre parce que bon bah ils ont beaucoup réfléchi ensemble sur les mêmes thèmes, ils se sont entre inspirés. Alors, donc Sartre naît d'une famille qui est plutôt opulente, mais sa famille est ruinée par une banqueroute pendant son enfance, et du coup cela conduit son père à la pousser à faire des études afin de pouvoir gagner sa vie, parce que la famille n'a pas trop d'argent, donc pourra pas faire un beau mariage, pourra pas la soutenir, donc autant qu'elle bosse, quoi. Elle commence par faire des études de lettres, même si elle est très intéressée par la philosophie, mais ses parents considèrent que d'un point de vue éthique, du point de vue des mœurs, la philosophie c'est quand même un petit peu dangereux, donc les lettres ça ira. Elle finit quand même par faire de la philosophie, et elle est reçue en 1929 à l'agrégation, du coup, la même année que Sartre, et donc elle fait la rencontre de Sartre dans le groupe de travail, dans le groupe de révision pour l'agrégation, comme je l'avais mentionné tout à l'heure pour Sartre. Elle enseigne ensuite au lycée, beaucoup, elle sera suspendue en 1939 et puis et en 1943 et révoquée de l'éducation nationale pour avoir entretenu des relations amoureuses avec ses élèves, surtout femmes. Du coup, comme elle enseigne plus, ça lui laisse plus de temps pour d'autres activités. Donc en 1943, elle publie son premier roman à succès qui est L'Invité. En 1945, elle fonde une revue qui s'appelle Les Temps Modernes, qui maintenant, je ne sais même plus si elle existe encore, mais qui à l'époque est quand même une revue intellectuelle de premier plan, qui a beaucoup d'influence dans les débats. Donc elle la fonde avec pas mal d'autres intellectuels, par exemple avec Sartre. En 1947, elle écrit un de ses premiers ouvrages de philosophie pour une morale de l'ambiguïté, qui est celui sur lequel je vais me baser, qui est celui dont j'ai tiré les textes que vous aviez à lire pour cette séance. Mais c'est en 1944 qu'elle connaît vraiment la consécration pour la sortie du deuxième siècle. Donc le livre que j'ai déjà mentionné sur le fait qu'il n'y a pas d'essence de la femme, l'idéal de la femme, ce que doit être une vraie femme, n'est juste qu'un construit social, un agrégat de mythes. Et du coup, c'est un livre qui est démoli par la critique, comme j'ai déjà mentionné, mais qui a un grand succès populaire, et il est même mis à l'index par le Vatican, ce qui est quand même super classe. Je veux dire, quand vous arrivez à écrire un truc qui est mis à l'index par le Vatican au XXe siècle, c'est quand même que vous avez pas mal fait le boulot. Elle recevra encore d'autres prix, comme le prix Goncourt pour les mandarins, qui est un truc que plus personne lit en général. Mais donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence, et qu'il ne faut pas confondre juste comme un second couteau après Sartre, qui serait le grand intellectuel. Et là, j'ai juste mis une citation de Simone de Beauvoir que j'aime bien, qui est la suivante, c'est « Je suis un intellectuel, ça m'agace qu'on fasse de ce mot, donc intellectuel, une insulte. Les gens ont l'air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles. » Et je pense que c'est encore quelque chose qui fonctionne assez bien. Voilà, donc ça c'était juste pour la beauté de la citation. Et donc là, je rentre dans le texte que vous aviez à lire pour aujourd'hui, qui est « Pour une éthique de l'ambiguïté ». Et c'est un texte que j'aime beaucoup parce que c'est un texte dans lequel Simone de Beauvoir, en fait, décrit un peu... utilise les théories existentialistes, donc le mix de phénoménologie et d'existentialisme qui a par exemple été développé par Sartre, pour faire une sorte d'anthropologie, c'est-à-dire pour expliquer les étapes de la vie, pour expliquer la psychologie humaine. Et en général, les exemples de Beauvoir sont largement meilleurs que les exemples de Sartre. Parce que les exemples de Sartre sont très connus, il y a le garçon de café sur lequel je vais revenir, le type qui regarde par une serrure, mais c'est des exemples souvent assez nuls de mon point de vue, mais ceux de Beauvoir sont beaucoup mieux. Et donc là, les passages que j'ai pris, c'est celui qui décrit d'un point de vue existentialisme le passage de l'enfance à l'âge adulte progressif, donc j'ai pas tout mis, mais ça permet d'illustrer un peu l'intérêt pour moi de l'existentialisme, qui est en fait une sorte d'anthropologie qui essaye d'expliquer, de décrire la condition humaine. Alors peut-être que c'est pas des bonnes descriptions, peut-être que c'est pas une bonne explication, on est en philosophie donc tout est discutable, mais je trouve qu'elles sont assez intéressantes, et je trouve ça même plus intéressant que les arguments de Sartre sur le néant et la néantisation. Donc voilà comment Beauvoir commence par décrire l'enfance, qui est... pour l'enfant, c'est un état d'innocence, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas conscience de sa liberté, déjà parce que bon, il est encore juste un enfant, mais surtout il existe protégé par le monde des adultes. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui lui paraît immuable et super robuste de lois, qui est le monde des adultes, qui lui paraît tellement solide et tellement intouchable que voilà, on ne peut pas se sentir libre et s'angoisser sur ce qu'il y a à faire ou pas. Il y a des consignes claires qui sont données par les adultes, qui sont des sortes d'êtres un peu semi-divins et qui savent ce qu'il faut faire. Donc voilà ce que dit Beauvoir. Le monde véritable, c'est celui des adultes, où il ne lui est permis que de respecter et d'obéir, donc à l'enfant. Naïvement victime du mirage du pour autrui, il croit à l'être de ses parents et de ses professeurs.
Il les prend pour des divinités que ceux-ci cherchent vainement à être, et dont ils se complaisent à emprunter l'apparence devant des yeux ingénus. Les récompenses, les punitions, les prix, les paroles d'éloge ou de blâme lui insufflent la conviction qu'il existe un bien, un mal, des fins en soi, comme il existe un soleil et une lune. Dans cet univers de choses définies et pleines, il croit être lui aussi de façon définie et pleine. C'est-à-dire, il n'a pas encore ce sentiment de la fragilité de son être qui est toujours contingent. C'est que comme il est jugé par des êtres qui lui semblent nécessaires, stables, il ne se sent pas contingent, il sait qui il est. Il est un bon petit garçon ou un mauvais sujet, il s'y complaît. C'est-à-dire que c'est pas important pour l'enfant d'être jugé comme un garnement ou comme un monstre, ou plutôt comme un super bon garçon, une super bonne fille, très très sage. Ce qui compte, c'est qu'on lui assigne une essence, on lui dit qui il est. Il y a une source qui leur paraît objective, qui leur dit qui il est. Donc ils n'ont pas à se poser la question de qui ils sont, et de ce qu'ils doivent faire. Si quelque chose au secret de lui-même dément cette conviction, il dissimule cette part. Il se console d'une inconsistance qu'il n'attribue qu'à son jeune âge en misant sur l'avenir. Plus tard, il deviendra lui aussi une grande statue imposante, comme les adultes. En attendant, il joue à être un saint, un héros, un voyou. Voilà. Donc il sait qu'un jour il sera un adulte, les adultes lui paraissent remplir des rôles, être des êtres consistants et solides, et donc il peut jouer à essayer plusieurs rôles, et de toute façon il n'a pas la peur d'être libre. Et même quand la joie d'exister est la plus forte, quand l'enfant s'y abandonne, il se sent protégé contre le risque de l'existence par ce plafond que des générations humaines ont édifié au-dessus de sa tête. Et c'est en cela que la condition de l'enfant, encore qu'elle puisse être par d'autres côtés malheureuse, est métaphysiquement privilégiée. L'enfant échappe normalement à l'angoisse de la liberté. Il peut être à son gré indocile, paresseux. Ses caprices et ses fautes ne concernent que lui. Donc l'enfant, en plus, n'a pas à se soucier de la responsabilité, du fait que ses actions ont un poids. Ce sont des actions d'enfant, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Elle ne pèse pas sur la terre, elle ne saurait entamer l'ordre serein d'un monde qui existait avant lui, sans lui, où il est en sécurité par son insignifiance même. Il peut faire impunément tout ce qui lui plaît, il sait que jamais rien n'arrivera par lui, tout est donné déjà, ses actes n'engagent rien, même pas lui-même. Donc l'enfant existe avec l'idée qu'il existe un monde solide de règles, et en plus il a cette impression que ses actions ne peuvent pas affecter ce monde, c'est-à-dire ce monde de règles qui lui donne sa place, qui dit qui il est, qui fixe son être, lui-même ne peut rien contre, parce que ses actions sont insignifiantes. Il est donc assuré de qui il est, et du fait qu'il existe un ordre objectif. Et du coup, la condition de l'enfant, si on veut échapper à l'angoisse, elle peut paraître plutôt attrayante. Hein. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont aimer être dans une situation infantile selon Beauvoir. Il y a des êtres dont la vie tout entière s'écoule dans un monde infantile parce que maintenus dans un état de servitude et d'ignorance. Ils ne possèdent aucun moyen de briser ce plafond tendu au-dessus de leur tête. Comme l'enfant lui-même, ils peuvent exercer leur liberté, mais seulement au sein de cet univers constitué avant eux, sans eux. C'est le cas par exemple des esclaves, qui ne sont pas encore élevés à la conscience de leur esclavage. Ce n'est pas tout à fait à tort que les planteurs du Sud considéraient comme de grands enfants les Noirs qui subissaient docilement leur paternalisme. Dans la mesure où ils respectaient le monde des Blancs, la situation des esclaves noirs était exactement une situation infantile. Alors je ne suis pas complètement sûr de l'exactitude historique de la situation des esclaves noirs telle que l'a dépeint de Beauvoir. On va passer. Dans beaucoup de civilisations, cette situation est aussi celle des femmes, qui ne peuvent que subir les lois, les dieux, les mœurs, les vérités créées par les mâles. C'est-à-dire que les femmes, alors donc du coup là c'est écrit en 47, hein, les femmes n'ont pas le droit de vote, surtout en Suisse, les femmes sont considérées un peu comme des mineurs dont leurs maris sont responsables, et donc en tant que telles, elles vivent selon les règles qui sont édictées par leurs maris, les idéaux qui sont celles de leurs maris, celles des hommes, et leurs actions sont considérées comme n'ayant pas beaucoup d'importance, puisque de toute façon elles ne peuvent pas agir par exemple dans la sphère politique. Du coup elles sont tenues dans un état d'infantilisation, parce que elles vivent un peu dans le même contexte que les enfants, selon Beauvoir. Même aujourd'hui dans les pays d'Occident, il y a encore beaucoup de femmes, parmi celles qui n'ont pas fait dans le travail l'apprentissage dans leur liberté, qui s'abritent dans l'ombre des hommes. Alors dans les paragraphes précédents, hein, dans le cas de l'esclave et des femmes que dépeignait Beauvoir, on était dans des cas de personnes qui étaient dans une condition infantile, mais parce que les circonstances extérieures les forçaient dans l'infantilisation. Alors laissez pas la possibilité d'agir d'une façon ou d'une autre. Là, ce que Beauvoir va décrire, c'est les personnes, dont certaines femmes,
selon elle, qui reste dans l'infantilisation parce que c'est plus facile et ça permet de ne pas avoir à affronter sa propre liberté. Alors, vous pouvez trouver ça super sévère d'une auteure qui est connue pour son féminisme, mais il faut voir que si vous lisez Le Deuxième Sexe, Le Deuxième Sexe, c'est pas un livre dans lequel il y a les femmes qui veulent être libres, qui sont opprimées par les hommes qui sont méchants. Hein. Non, les femmes sont en grande partie, au moins certaines d'entre elles, selon Beauvoir, complices de la minorisation et de l'infantilisation des femmes, parce qu'elles perpétuent les mythes sur ce que c'est qu'être vraiment une femme, sur ce que c'est qu'être féminine, et surtout parce que il y a des raisons de préférer cette condition, par exemple celle de ne pas vouloir affronter leur liberté. Donc voilà, du point de vue de Beauvoir, une partie des femmes est partie prenante en fait de la condition féminine telle qu'elle l'a décrite. Voilà ce qu'elle dit, hein. Certaines femmes adoptent sans discussion les opinions et les valeurs reconnues par leur mari ou leur amant, et cela leur permet de développer des qualités enfantines interdites aux adultes parce qu'elles reposent sur un sentiment d'irresponsabilité. Si ce qu'on appelle la futilité des femmes a souvent tant de charme et de grâce, si parfois elles possèdent même un caractère émouvant d'authenticité, c'est que, tout comme les jeux enfantins, elles manifestent un goût gratuit et pur de l'existence, elle est absence de sérieux. Le malheur est qu'en beaucoup de cas, cette insouciance, cette gaieté, ces inventions charmantes impliquent une profonde complicité avec ce monde des hommes qu'elles semblent si gracieusement contester. Et c'est à tort qu'on s'étonne de voir, dès que l'édifice qui les abrite semble en danger, des femmes sensibles, ingénues, légères se montrer plus âpres, plus dures, voire plus furieuses ou plus cruelles que leurs maîtres. Alors on découvre quelle différence les distingue d'un véritable enfant. À l'enfant, sa situation est imposée, tandis que la femme, j'entends la femme occidentale d'aujourd'hui, la choisit ou du moins y consent. L'ignorance, l'erreur sont des faits aussi inéluctables que les murs d'une prison. L'esclave noire du XVIIIe siècle, la musulmane enfermée au fond d'un harem, n'ont aucun instrument qui leur permette d'attaquer, fût-ce en pensée, fût-ce par l'étonnement ou la colère, la civilisation qui les opprime. Hein, vous vous rappelez, du point de vue de Sartre, par exemple, pour contester une situation, il faut se dire qu'un autre monde est possible, il faut imaginer un autre monde, et par exemple, là, l'idée, c'est que si vous ignorez qu'il est possible que les femmes puissent être libres et avoir part égale dans la société comparée aux hommes, vous ressentirez jamais votre condition actuelle comme étant celle d'une oppression. C'est juste la situation normale. Donc on peut penser qu'il y a des gens qui sont dans un état de minorité mais qui ne sont pas responsables. C'est juste qu'on les empêche, même mentalement, d'imaginer qu'un autre monde est possible. Mais ce n'est pas le cas des femmes occidentales telles que les décrit Beauvoir. Dès qu'une libération apparaît comme possible, ne pas exploiter cette possibilité est une démission de la liberté, démission qui implique la mauvaise foi et qui est une faute positive. Donc en fait, il y a certaines personnes, comme certaines femmes occidentales selon Beauvoir, qui refusent d'être libres, qui sont complices des gens qui les tiennent en minorité, parce que la liberté fait peur. Ça fait peur d'être responsable de ses actions, et donc on préfère être infantilisé. Et donc là, Beauvoir utilise le terme de mauvaise foi, qui est un concept qui est aussi présent chez Sartre. Et la mauvaise foi, c'est le fait de se cacher à soi-même sa propre liberté. C'est-à-dire, moi je suis par exemple juste un objet. Je ne suis pas libre, je suis un objet gouverné par des lois, les lois de ma société ou les lois psychologiques. Donc il y a plein de façons de se livrer à la mauvaise foi. Il y a par exemple aller full psychologie, se dire voilà, moi je suis comme ça, c'est ma constitution psychologique, j'y peux rien, je peux pas changer, je suis qui je suis. Et voilà, c'est un exemple pour Sartre de mauvaise foi. Vous vous trouvez des excuses en refusant votre propre liberté, en vous disant voilà, vous êtes déterminé psychologiquement à agir de cette façon. C'est pourquoi Sartre a un rapport assez ambigu à la psychanalyse, qui est aussi quelque chose de très à la mode à son époque, dans les milieux intellectuels. Il rejette pas les théories psychanalytiques, mais il est quand même assez inquiet du fait que la psychanalyse peut fournir une excuse facile à ceux qui voudraient pas affronter leur propre liberté. Donc, par exemple, un des personnages de Sartre dans la nouvelle L'enfance d'un chef est très rassuré quand il découvre qu'il a peut-être un complexe la première fois qu'il entend parler de la psychanalyse, parce que ça explique pourquoi les choses vont pas bien, pourquoi il trouve que sa vie est nulle, il n'est pas responsable, c'est qu'il a un complexe. Alors l'exemple que prend Sartre de mauvaise foi, qui est très connu dans L'être et le néant, c'est celui du garçon de café qui refuse sa propre liberté et a décidé qu'il se conduirait toujours comme un garçon de café. C'est-à-dire, il a un rôle social et il décide de se comporter toujours comme ça. Et je trouve que c'est un terrible exemple et j'ai jamais compris exactement ce qu'il y avait vraiment de pertinent dans cet exemple. Mais, par exemple, là, du coup, l'exemple de Beauvoir est meilleur pour illustrer le concept de mauvaise foi. C'est, la femme qui refuse d'affronter sa liberté, selon Beauvoir, va se dire
oui, mais moi, je suis pas libre, je suis une femme, les femmes c'est un peu bête, tout ça c'est des questions d'hommes, nous on n'est pas faites pour réfléchir à ça, la politique, tous ces trucs-là, voilà, nous on n'est pas faites pour ça, c'est pas possible, etc. Voilà. Donc ça c'est la mauvaise foi. Et donc, donc l'infantilisation, l'infantilisation volontaire, c'est une forme de mauvaise foi, une façon de se cacher son angoisse. Mais il va bien falloir sortir de l'enfance, et c'est là qu'on arrive à l'adolescence. Et je vais arrêter là, et on va parler de l'adolescence selon Beauvoir dans la prochaine séance. Donc voilà, on arrête là, il doit me rester 5 ou 6 slides sur l'existentialisme. Donc, donc j'en parlerai la semaine prochaine, je finirai ça, et la semaine prochaine, je parlerai de la philosophie analytique, hein, pas en général, bien sûr, je parlerai des théories de ce qu'est le sens de la vie dans la philosophie analytique, parce que ça existe, et c'est assez intéressant. Donc, définir ce que ça veut dire pour une vie d'avoir un sens. Donc, je mettrai 2 textes en anglais, qui sont hélas en anglais, parce qu'ils n'ont jamais été traduits, sur le site d'ici demain. Alors, le premier texte sera très très court, donc je vous conseille de le lire en entier, c'est de l'anglais simple, il est court. L'autre est un article de Suzanne Wolf, qui est plus récent, et qui est vraiment très passionnant. Suzanne Wolf est une éthicienne assez connue, qui traite de beaucoup de questions humanistes et existentielles en philosophie analytique, et c'est vraiment un article intéressant sur ce que veut dire qu'une vie a du sens, mais il est plus long, donc je vous mettrai à la fois l'article entier et un extrait pour ceux qui veulent lire que l'extrait, parce que je sais qu'en anglais c'est pas toujours super facile, même si je vous rassure c'est pas trop technique. Donc voilà, le truc a duré encore beaucoup trop longtemps comme prévu et j'ai même pas fini le cours. Donc pour ceux qui ont des questions, je vous attends sur Zoom à partir de 11h15. Il est peut-être d'ailleurs déjà 11h15 vu que la vidéo était longue, donc je resterai en ligne jusqu'à midi. Et bon, et j'espère que c'était pas trop nul le cours à distance. N'hésitez pas à me faire des suggestions et des retours. Et bon, bah restez bien à l'abri, exercez votre liberté fondamentale en faisant le choix de limiter au maximum les interactions sociales, sans quoi vous devrez affronter les conséquences, la responsabilité des conséquences de vos actions, au moins selon les existentialistes. Salut!